Rebonjour tout le monde. On arrive maintenant à la fin de la journée. C'est notre dernier segment. Alors, fidèle à notre habitude, on a toujours un volet où on parle du régime de retraite par financement salarial. On se pose la question comment se porte ce fameux régime qui a été mis en place par la FTQ en 2008. Alors, pour aborder cette question-là aujourd'hui, on a Julien Desormeaux. Julien, vous avez l'habitude de le voir. On l'invite pratiquement chaque année. Julien, c'est le coordonnateur du RRFS FTQ et il va nous faire une présentation sur comment se porte notre régime, mais il faut aussi dire que cette année, on a des bonnes nouvelles par rapport à ce régime-là. Alors, Julien, à toi la parole. Merci beaucoup Marie-Josée, merci pour l'invitation. Effectivement, toujours un plaisir de venir présenter le RRFS FTQ au séminaire retraite de la FTQ. Donc, sans plus tarder, c'est quoi le RRFS FTQ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le régime de retraite par financement salarial de la FTQ. Régime qui a été créé effectivement là, le 1er juin 2008. C'est un régime à prestations déterminées qui vise, dans le fond, tous les secteurs sous juridiction québécoise. Et dans ce type de régime-là, la rente est promise et ne peut pas être réduite. L'indexation des rentes est conditionnelle à la bonne santé du régime. Là, donc, c'est des termes là, que j'imagine que vous connaissez mieux là, depuis ce matin avec les différentes présentations qu'il y a eu. C'est un régime multi-employeur qui comptait au 31 décembre 2021 253 groupes répartis chez 176 employeurs différents. Donc, on comprend que chez un même employeur, il peut y avoir plusieurs groupes, là, par exemple. Dans certaines municipalités, on a les cols bleus, les cols blancs, les pompiers et même parfois les employés cadres. Et donc, ma présentation, elle s'adresse vraiment, là, c'est vraiment au sujet du RRFS FTQ. Là. Il y a différents régimes de retraite par financement salarial qui existent. Donc, ma présentation porte sur celui de la FTQ. Dans ce régime, dans le fond, chaque groupe qui participe va venir choisir un niveau de rente et un âge de retraite sans réduction. Donc, l'âge de retraite, ça peut être là, entre 60 et 65 ans. C'est des âges entiers seulement. Là. Un groupe ne pourrait pas décider de choisir un âge de retraite à 62 ans et 4 mois, par exemple. Lorsque la cotisation est en pourcentage du salaire, à ce moment-là, on dit que la prestation, c'est équivalent à un régime salaire-carrière. Quand la cotisation est forfaitaire ou en dollars, à ce moment-là, les prestations sont de type forfaitaire. C'est pas permis dans un RRFS d'avoir une formule de type salaire final ou salaire final moyen. Enfin, depuis 2019, le régime il permet le rachat de services passés en cours de participation active. Ça permet par exemple à un nouveau groupe qui adhère et qui cotisait là, auparavant dans un REER collectif ou un régime CD, ça permet aux participants de ces groupes-là de convertir l'argent qu'ils ont accumulé dans ces régimes d'accumulation de capital-là en une rente viagère garantie payable par le régime. Le rachat de services passés, donc, peut se faire également au moment de la retraite. C'est certain là, qu'il y a également des compagnies d'assurance qui offrent ce genre de produits-là. Là. Mais le coût exigé par une compagnie d'assurance est beaucoup plus élevé là, en raison de nombreux facteurs. La dernière évaluation actuarielle du régime qui a été faite était au 31 décembre 2019 et là, il y avait eu une très bonne nouvelle pour les participants du régime. Là. Il y avait eu une baisse de coûts. Donc, pour financer une rente de 1%, payable sans réduction à 65 ans. Le coût qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 était de 9,1 À compter du 1er janvier 2021, le coût diminuait à 8,1 Ça veut dire, si on imagine un groupe, par exemple, là, dont les salariés cotisent 3 l'employeur 6,1 bien, avant le 1er janvier 2021, le 9,1 de cotisation donnait une rente de 1 du salaire. Au 1er janvier 2021, nous, notre équipe, on a communiqué avec l'ensemble des groupes pour connaître leur choix. Là. Donc, chaque groupe devait faire un choix. Essentiellement, on diminue la cotisation salariale de 3 à 2 là. Donc, on maintient le même niveau de rente de 1 du salaire.
Ou encore, on maintient la cotisation salariale à 3 %. Et là, le 9,1 % de cotisation totale qu'on a pour le groupe permet de créditer depuis le 1er janvier 2021 un taux de rente de 1,12 % du salaire. Évidemment, il y a des groupes dans le régime qui n'ont pas de cotisation salariale. À ce moment-là, la cotisation patronale elle reste la même. C'est la cotisation qui est fixe et négociée là, dans la convention collective. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ces groupes-là au 1er janvier 2021? C'est qu'on est simplement venu augmenter le taux de rente là, résultant. On voit également, dans le fond, les différents coûts pour une rente de 1 % là, au 1er janvier 2021, dépendamment de l'âge sans réduction. Là. Donc, comme je disais, on a des groupes dans le régime qui ont choisi un âge de réduction, un âge plutôt sans réduction, là, avant 65 ans. Là, on a des groupes de pompiers, par exemple, qui cotisent pour une rente payable sans réduction à 60 ans. Donc, eux aussi, là, il y avait une baisse du coût là, à compter du 1er janvier 2021. Le régime de retraite est administré par un comité de retraite syndical. Le comité de retraite est formé, dans le fond, de 9 membres nommés par le bureau de la FTQ, dont un membre indépendant. Puis, dans le fond, ce sont des représentants des différents syndicats là, qui ont des participants dans notre régime de retraite. Puis, il y a également 4 membres qui sont nommés là, par les participants lors de l'Assemblée annuelle des participants. On garde le terme de participants. On voit maintenant le tableau présentant l'évolution de la participation au RRFS. Là. Donc, on a les chiffres à chaque 31 décembre. Là, on voit le régime au 31 décembre 2008 ne comptait que 361 participants. Là, on va les appeler là, les croyants. Là. C'est les premiers qui ont embarqué dans cette grande aventure. Puis on voit là, au fil des ans là, le nombre de participants qui augmente, là, principalement par l'ajout de nouveaux groupes, de nouveaux employeurs qui cotisent au RRFS FTQ. Là, on semble peut-être avoir atteint, le tableau peut nous laisser croire qu'on a atteint un plateau en 2021. Là. En fait, c'est circonstanciel. C'est qu'il y a eu moins de participants quittés en 2020 puis plus en 2021. Là. Donc, il y a eu des nouveaux groupes qui ont adhéré au régime là, au courant de l'année 2021. On a ensuite, dans le fond, la répartition là, de ce nombre de participants-là, dépendamment du syndicat qui les représente. Donc, par exemple, pour syndicat Unifor, on a 66 groupes qui comptent 5 527 participants actifs, 556 participants inactifs, 468 participants retraités, pour un total de 6 551. Ces 253 groupes-là sont répartis chez 176 employeurs différents. Donc, on avait au total, là, au 31 décembre 2021, 12 635 participants actifs, 1321 participants inactifs et 868 participants retraités pour un total de 14 824. C'est un régime qui a été créé en 2008, donc nécessairement, on a encore beaucoup plus de participants actifs que de participants retraités dans ce régime-là. Puis au niveau des participants inactifs, s'il y en a qui se posent la question, ben ce sont des gens qui ont cessé leur emploi, mais que plutôt que sortir la valeur qu'ils avaient accumulée dans le régime, ils ont décidé de garder leur rente accumulée dans le régime, mais c'est ça, ils n'ont pas encore atteint l'âge de recevoir la rente. Donc, on a le détail des différents syndicats. On remarque à la 5e ligne le syndicat non syndiqué. Là, en fait, c'est des groupes non syndiqués. Donc, on a ça dans le régime. C'est principalement des groupes d'employés cadres de municipalités pour lesquels on a également les employés syndiqués dans le régime. Ou encore, on a des fois aussi là, des employés de syndicats ou des employés de sections locales qui ne sont pas syndiqués. Ensuite de ça, un tableau très intéressant. Dans le fond, on retrouve là, la répartition des groupes dans le régime là, selon la taille du groupe. Là. Donc, on a 176 groupes qui comptent moins de 50 participants, 35 groupes qui ont entre 50 et 99 participants, 27 groupes entre 100 et 199 participants,
11 groupes entre 200 et 499, et finalement 4 groupes qui comptent plus de 500 participants. Donc, c'est pas le RRFS-FTQ, c'est pas un régime qui est fait pour les petits groupes ou fait pour les grands groupes. En fait, c'est fait pour tout le monde, là. En moyenne, on a 59 participants par groupe, puis des groupes qui comptent moins de 50 participants ou même des groupes qui comptent moins de 100 participants, il y a peu de chances que dans ces milieux de travail-là, les groupes auraient réussi à instaurer un régime à prestations déterminées là, ou auraient réussi à négocier ça, là, un régime à prestations déterminées traditionnel avec leur employeur. Donc, c'est vraiment la force du RRFS-FTQ, c'est qu'on est capable d'offrir à des milliers de travailleurs là, l'accès à un régime à prestations déterminées. Ce qui nous aide à faire ça, c'est, comme j'ai dit plus tôt, c'est qu'on n'impose pas un niveau de rente ou un niveau de cotisation dans le régime. Chaque groupe arrive avec les cotisations qu'ils ont réussi à négocier. Et donc, on voit ici dans le tableau là, les taux de cotisation moyens par syndicat. Et enfin, si on regarde au global, là, donc les 12 635 participants actifs, en moyenne, leur employeur cotise 5,8 de leur salaire au régime. Les salariés cotisent en moyenne également 3 de leur salaire pour une cotisation totale de 8,8 Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que ce taux de cotisation-là, moyen, il augmente d'année en année, là. Donc, souvent, il y a des groupes qui adhèrent au régime avec des petits niveaux de cotisation. Puis, lors de la négociation suivante, là, la négociation pour la convention collective suivante, ils sont capables d'aller chercher des taux de cotisation plus élevés de la part de leur employeur. Donc, c'est intéressant à suivre. Une autre chose qui est très intéressante à suivre aussi, c'est l'évolution de l'actif du RRFS-FTQ. Donc, je vous présente les chiffres depuis le 31 décembre 2016. Là. Évidemment, au 1er juin 2008, l'actif de la caisse était de 0 $. Et donc, l'actif qui est en croissance depuis la création du régime. Là, mais au 31 décembre 2016, il y avait 121,8 millions. Cet actif-là a plus que triplé dans les 5 dernières années, donc pour atteindre là, tout près de 420,7 millions au 31 décembre 2021. Je vous rappelle que le régime est jeune, il y a beaucoup plus de participants actifs que de participants retraités, donc il y a beaucoup plus de cotisations qui rentrent dans le régime que de prestations qui sont versées, là, ce qui explique cette forte croissance. Mais ce qui explique aussi cette forte croissance, c'est les rendements obtenus par la Caisse du régime. La Caisse a obtenu un rendement annuel moyen de 8,85 % depuis sa création. Puis si on regarde là, dans les 3 dernières années, là, ça a été un très bon 3 ans là, au niveau du rendement de l'actif, là, avec 16,5, 11,4 et 15,5 % de rendement là, pour 2019 à 2021. Une autre chose aussi qui aide à avoir plus d'argent dans la caisse et donc plus d'argent disponible pour payer des prestations à nos participants, c'est les frais. Évidemment, les frais, tous les frais de la caisse, tous les frais du régime sont payés par la caisse. Et donc, c'est un enjeu pour le comité de retraite là, de s'assurer que les frais de gestion et que les frais d'administration confondus soient raisonnables. Ici, j'ai les données depuis 2014. Évidemment, avant 2014, là, 2008, 2009, 2010, c'est un nouveau régime qui était créé. Les frais en pourcentage de l'actif étaient très importants, là. Mais quand même, on a une bonne idée là, en regardant les chiffres ici là, depuis 2014. Là, on peut voir la tangente, là, que les frais totaux en pourcentage de l'actif ont diminué. 2014, on était à 1,69 %. Puis,
En 2021, là, ça devrait tourner autour de 0,81 % des frais. Si on regarde les frais de gestion en pourcentage de l'actif, la deuxième ligne, là, on voyait que ces frais-là aussi étaient en baisse. Puis en 2017, il y a eu une petite augmentation. Puis après ça, une autre petite augmentation en 2018. Ça, en fait, ça vient du fait que dans la politique de placement, on a laissé tomber des gestionnaires de fonds obligataires pour se tourner vers des placements alternatifs. Là, dans le contexte de hausse des taux qui étaient attendus, ça semblait être un choix évident. Mais bon, nécessairement, ces gestionnaires de fonds-là, de fonds alternatifs comme des fonds d'immobilier direct, d'infrastructure directe, bien, ça charge plus de frais de gestion qu'un gestionnaire en obligation. Tout de même, à 0,49 % de frais de gestion, là, tout le monde est confortable avec ça, surtout avec les rendements qu'on a obtenus. J'enchaîne avec les ratios actuariels du régime. Là. Donc, dans des régimes à prestations déterminées traditionnels, on a habituellement 2 ratios. Dans les cas de RRFS, il y a 3 ratios. Là. Je vais vous les expliquer en détail. Là. Donc, le premier ratio, la ligne noire, c'est le ratio de capitalisation sans indexation. On doit comprendre sans indexation future. Donc, ce ratio-là qui est passé de 178,5 % en décembre 2016 à 194,1 % au 30 novembre. Je n'ai pas encore les chiffres pour le 31 décembre. C'est pour ça que mon graphique s'arrête au 30 novembre. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au 30 novembre, on regarde toutes les promesses de rente futures, mais en assumant qu'il n'y aura aucune indexation versée dans le futur. Puis on regarde combien il y a d'argent dans la caisse du régime pour payer ces promesses de rente-là. Et il y avait là donc un peu plus que 1,94 $ pour chaque dollar de rente promise. Dans un RRFS, qui est un régime à prestations déterminées, les rôles sont inversés. Normalement, dans un régime à prestations déterminées traditionnel, si le régime tombe en déficit, bien, c'est l'employeur qui doit verser des cotisations de déficit pour combler ce déficit, ramener le régime là, à 100 %. Dans un RRFS, ce sont les participants actifs qui devraient verser des cotisations additionnelles pour ramener le régime à 100 % si jamais le régime tombe en déficit. Mais c'est le ratio de capitalisation sans indexation qui est utilisé pour calculer si un régime est en déficit. Là. Donc, à 194 %, on est très loin d'un déficit. Là. Donc, c'est pas impossible que ce type de régime-là tombe en déficit, mais c'est très peu probable. Enfin, le deuxième ratio qui est aussi très intéressant, c'est le ratio de capitalisation avec indexation. Donc ici, on doit comprendre encore une fois, avec indexation future. Donc là, on refait le même exercice. On se positionne au 30 novembre 2021. On regarde toutes les promesses de rente futures. On vient assumer que toutes les rentes dans le futur vont être indexées à chaque année à hauteur de 2,1 %. Puis on regarde combien il y a d'argent dans la caisse pour payer ces promesses-là. Et il y avait plus de 1,27 $ pour chaque dollar de rente promise. Ce ratio-là, dans le fond, selon la loi RCR, c'est lui qui va venir déterminer si le régime peut verser de l'indexation ou non. Donc, j'ai dit plus tôt là, que l'indexation était conditionnelle. Dans le fond, lorsqu'il y a une évaluation actuarielle qui est faite, on vient calculer ce ratio-là, on vient calculer combien ça coûterait indexer les rentes passées. Et si une fois qu'on a donné l'indexation, le régime est toujours capitalisé avec indexation future à un niveau de 100 % ou plus, ben on peut indexer les rentes. Au RRFS FTQ, cependant, on prévoit là, dans la politique de financement une marge additionnelle de 10 %. Donc, les membres du comité de retraite ne voient pas l'intérêt de verser de l'indexation pour peut-être 2 ou 3 ans plus tard demander aux participants de verser des cotisations d'équilibre, par exemple. Ça serait un peu un non-sens, ça.
Donc, une marge de 110 %. Donc, clairement, au 30 novembre, on était 17,4 % au-dessus de notre plancher de 110 %. Enfin, dernier taux qu'on évalue mensuellement, c'est le degré de solvabilité du régime. Pour reprendre une expression que j'ai entendue ce matin, la solvabilité, ça swing pas mal. Ce qu'il faut comprendre dans un RRFS, c'est que lorsqu'on acquitte les droits d'un participant, donc un participant cesse de travailler avant la retraite, il décide, plutôt que de conserver ma rente dans le régime, moi, je veux une valeur forfaitaire, je veux la transférer dans un CRI, par exemple. Eh bien, la valeur de sa rente est toujours multipliée par le degré de solvabilité là, au moment de la demande. Donc, si le participant, on évalue que sa rente vaut 1 000 $, que le degré de solvabilité est à 90 %, bien, on va transférer 900 $ dans son... Ce ne serait pas un CRI, ce serait un REER probablement. Même chose si le régime est en surplus au niveau de la solvabilité. Si, par exemple, il est à 110 %, bien là, c'est pas 1 000 $ qu'on va payer aux participants, c'est 1 100 $. Le degré de solvabilité aussi, il est important lorsqu'on fait une évaluation actuarielle, parce que dans le fond, c'est ce degré-là qui vient déterminer si on peut améliorer le régime autre que l'indexation là qui est prévue dans le mode des RRFS. Là. Donc, si une fois on fait les calculs, on fait une évaluation actuarielle, on calcule combien coûte l'indexation. Si une fois qu'on a versé l'indexation, le degré est sous la barre du 100 %, là, donc s'il est insolvable, c'est pas possible d'apporter d'autres améliorations au régime. S'il est au-dessus de 100 %, bien là, oui, c'est permis. C'est toute cette grande explication-là pour arriver vraiment au concept d'indexation qui est, comme Marie-Josée disait plus tôt, l'indexation qui est liée à l'inflation. Bref, ça va être le sujet le plus abordé probablement là, au cours du séminaire. Dans un RRFS, la cotisation d'exercice qui est versée là, pour financer la rente, il y a une portion qui est pour financer l'indexation future des rentes. Donc, la rente est garantie et promise. L'indexation, elle, est conditionnelle, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Il faut s'assurer que le régime soit suffisamment en santé pour venir verser une indexation. Et donc, lors de chaque évaluation actuarielle, on détermine s'il y a suffisamment de surplus pour indexer. Puis, une fois que l'indexation est octroyée, une fois qu'elle est donnée, elle fait partie de la rente accumulée. Là. Elle devient, elle aussi, garantie, cette indexation-là, puis elle ne pourra pas être réduite dans le futur. Et puis, admettons que le régime connaîtrait une mauvaise expérience entre deux évaluations actuarielles. Là, principalement, ce serait des rendements sous les rendements attendus. À ce moment-là, l'argent, la partie ou la portion de la cotisation qui venait financer l'indexation, c'est elle qui va servir de coussin là, pour absorber les pertes. Et donc, avec ce coussin-là, on évite que le régime tombe en déficit, on évite que les participants actifs doivent verser des cotisations d'équilibre. Et après ça, lors de l'évaluation actuarielle suivante, c'est l'indexation qui n'avait pas été donnée à l'évaluation actuarielle précédente qui va être priorisée. Puis enfin, aucune autre amélioration ne peut être faite tant que toute l'indexation passée a été donnée. Lors de la dernière évaluation actuarielle, au 31 décembre 2019, il y avait suffisamment de surplus pour venir indexer toutes les rentes passées au coût de l'année de 2019. Donc, rétroactivement, au 1er janvier 2020, les rentes des retraités avaient été indexées. Ici, je passe rapidement sur ce tableau-là. C'est juste pour montrer, dans le fond, ce que ça représente là, en termes de chiffres, en termes de montants. Là. Dans le fond, l'inflation ou l'indexation qui est donnée, là, c'est selon l'indice de l'augmentation de l'IPC. C'est le même indice que la Régie des rentes utilise pour indexer la rente. Et donc,
on voit dans la dernière colonne, dans le fond, un participant qui aurait accumulé 100 $ de rente à chaque année. Donc, après 12 ans, il a accumulé une rente de 1200 $. Ben, en fait, avec les indexations qui ont été données, là, c'est pas 1200 $ qui seraient payables aux participants, ce serait plutôt 1318 $. Là. Donc, une indexation globale, si on veut, là, d'environ 10 %. La prochaine, là, on rentre dans la catégorie des très bonnes nouvelles. Là. La prochaine évaluation actuarielle du régime est requise pour le 31 décembre 2022, mais dans le contexte là, inflationniste actuel, le comité de retraite a décidé de devancer la production de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2021. Et évidemment, cette décision-là a été prise parce que le régime est en surplus. Là. Et donc, selon les résultats préliminaires de nos actuaires, le régime a suffisamment de surplus pour verser l'indexation de 2020-2021 pour toutes les rentes accumulées dans le régime depuis 2008. Donc, tous les crédits de rente qui ont été accumulés dans le régime avant 2020 et tous les morceaux d'indexation qu'on a donnés dans le temps suite aux 3 dernières évaluations actuarielles, tout ça, ça va être augmenté de 3,73 %. La rente qui a été accumulée dans le régime en 2020, elle va être augmentée de 2,7 %. Puis la rente accumulée dans le régime en 2021, elle est déjà au coût de la vie 2021. Donc, il n'y aura pas d'ajustement au niveau de cette rente-là. Et donc, une fois que cette évaluation-là aura été complétée et transmise à Retraite Québec, eh bien, les rentiers vont recevoir là, une indexation rétroactive au 1er janvier 2022. Donc, si on prend par exemple un rentier qui a pris sa retraite le 1er janvier 2020 ou avant, lui, on comprend que sa rente va être augmentée de 3,73 % rétroactivement au 1er janvier 2022. Nécessairement, le comité de retraite a pris cette décision-là pour pouvoir donner un coup de pouce aux rentiers. Là. Pour un participant actif, que l'indexation se fasse maintenant ou seulement l'année prochaine, ça n'a pas vraiment d'impact. Également, toujours selon les résultats préliminaires, le régime aura suffisamment de surplus après avoir octroyé l'indexation de 2020-2021 pour procéder à d'autres améliorations. Le régime pourra améliorer les rentes puisqu'il est toujours en surplus sur base de solvabilité. Les améliorations qui seront faites vont viser les rentes des retraités, mais également toutes les rentes des participants actifs et inactifs. Enfin, les améliorations des rentes des retraités seront également rétroactives au 1er janvier 2022. Les travaux ne sont pas encore complétés, les chiffres ne sont pas encore finalisés, là, mais on parle d'un autre 8 à 10 % d'augmentation des rentes. Donc, franchement, le régime répond à l'appel. Toutes les rentes promises sont payées, toutes les rentes ont été indexées à tous les ans. Puis, malgré ça, il y a un 8 à 10 % du passif qui va être, dans le fond, donné aux participants en surplus, dans le fond. Là. Les surplus vont être distribués aux participants. Je termine rapidement. Merci beaucoup. Je vous invite à visiter notre page web. Il y a beaucoup d'informations sur notre site Internet. On a également une page Facebook, des vidéos expliquant le fonctionnement du régime sur YouTube. Puis enfin, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé à ce que votre groupe adhère au RRFS, simplement m'écrire un courriel à l'adresse que vous avez à l'écran. Donc, merci. Merci, Julien. Je dirais que tu es comme le soleil dans notre journée. Aujourd'hui, on a parlé de l'impact de la guerre, de la pénurie de main-d'œuvre, puis toi, tu nous parles du RRFS puis du versement de l'indexation. Écoute, ça fait du bien à entendre. On a déjà quelques questions qui sont rentrées pour toi. La première, c'est Yvan du RTL de Longueuil, Réseau de transport de Longueuil, qui nous demande, c'est beau ce régime-là, mais est-ce que c'est ouvert aux travailleurs autonomes? Eh bien, non. C'est qui peut adhérer à ça? En fait, qui peut adhérer à ça, c'est des employés syndiqués FTQ qui sont sous juridiction provinciale. Là. Donc,
les transports, les banques, tout ce qui est de juridiction fédérale, là, malheureusement, n'ont pas accès à ça. Donc, on comprend que ce ne sont pas les individus qui adhèrent au régime, mais des groupes qui négocient d'entrer à l'intérieur de ce régime-là. Exactement. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça va peut-être venir que les gens sous compétences fédérales pourront adhérer. On le souhaite, on le souhaite. Alors, peut-être une deuxième question. Tu as parlé qu'il y avait, grosso modo, 15 000 participants à l'intérieur du régime. C'est un régime qui est en progression, on le voit, 350 en 2008, on est rendu à 15 000. C'est-tu toujours un régime qui est en croissance? Oui, tout à fait. Il y a déjà 4-5 nouveaux groupes qui ont adhéré là, depuis le début de l'année. Donc, des groupes pour lesquels on a reçu là, les premières cotisations. Puis il y a également d'autres groupes qui sont en cours d'adhésion. Donc, il y a eu une entente avec l'employeur. Là, on est en train de finaliser les dossiers. Là, donc, très bonne nouvelle. Le régime est effectivement toujours en croissance. Le régime est attrait présentement. Parfait. Une autre question. Ici, on a un participant qui dit « Bravo pour les beaux résultats ». Merci. Est-ce que la politique de placement du régime de retraite par financement salarial de la FTQ pourrait changer au fur et à mesure que le nombre de retraités va augmenter? Ben oui, effectivement. Là, il y aura un exercice dans le futur qui va être fait par le comité de retraite là-dessus. Là. Ceci étant dit, je crois pas personnellement que le comité prend énormément de risques là, en ce moment dans sa politique de placement, même si le régime est peu mature. Là. Mais effectivement, dans le futur... il y a toujours des questions à se poser, là, sur, comme n'importe quel régime d'ailleurs. Exactement. Plus le régime devient mature, plus il faut regarder notre politique de placement pour l'adapter. Donc, c'est un des critères qui est important. J'ai une autre question ici qui dit, est-ce que les indexations passées du RRFS sont utilisées comme argument pour attirer des nouveaux groupes? Oui, j'imagine que oui. En fait, c'est plus intéressant, selon moi, pour un groupe qui souhaite adhérer dans un RRFS comme le nôtre. C'est plus intéressant d'adhérer dans un régime qui est à jour au niveau de son indexation que si on avait déjà 10 années d'indexation à rattraper avant de verser de l'indexation pour les années à venir. T'sais. Un groupe qui adhère aujourd'hui au RRFS, il sait que les rentes ont déjà toutes été indexées au coût de la vie au 31 décembre 2021 et que malgré ça, le régime va avoir de très beaux chiffres, de très beaux ratios de capitalisation. Donc, oui. Oui, bien c'est ça. Tu parlais de plus de 190 là, présentement en capitalisation, puis presque 130 en capitalisation en tenant compte de l'indexation. Donc, on s'entend qu'un groupe qui adhère au RRFS, bien, il adhère dans un régime qui est en excellente santé. Qui est même vraiment déjà en surplus. Là. Déjà en surplus, donc c'est très attrayant. Il y a une personne qui se pose la question à savoir si les présentations vont être disponibles. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. C'est M. Pitel qui pose la question, Claude Pitel. Oui, ne vous inquiétez pas. À chaque année, les présentations sont rendues disponibles sur le site de la FTQ dans Retraite et assurance, l'onglet Retraite et assurance, séminaire. Donc, vous aurez accès aux présentations écrites, aux présentations PowerPoint, mais aussi à la captation vidéo. Donc, vous pourrez revoir des éléments de présentation si vous le souhaitez. Alors, j'ai pas d'autres questions, Julien. Merci pour ta présentation. Écoute, vraiment, ce régime-là, il est quand même assez exceptionnel. Hein? Le RRFS, c'est un régime 100% sous contrôle syndical. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, un peu plus tôt, on voyait avec M. Hubert Tremblay de chez Mercer qui conseille les employeurs, qui nous disait que dans la conjoncture actuelle, avec le retour des surplus, les employeurs voudront certainement profiter des congés de contribution justement parce que les employeurs considèrent que ça leur appartient. Ben, dans un régime comme le RRFS, ça n'arrive pas. 100% des surplus appartiennent aux participants actifs et retraités, donc c'est vraiment un élément à prendre en considération. Il y a la possibilité d'indexation, on en parle d'indexation depuis le début de la journée, surtout dans un contexte d'inflation comme on connaît. Il faut le dire que le régime de retraite par financement salarial a versé l'indexation
à tous les années depuis sa création. Donc, c'est vraiment quelque chose de super positif. Puis ce qui est clair, c'est que les gens qui vont adhérer au RRFS, maintenant et demain, ben, ils adhèrent à un régime qui est en excellente santé financière. Donc, merci Julien d'avoir été, comme je le répète, le soleil dans notre journée.